L'association Force Cadre a pour vocation depuis 27 ans à accompagner des cadres et des managers vers le retour à l'emploi. Force Cadre organise une table ronde annuelle qui, confinement oblige cette année, nous a contraints à repenser ce rendez-vous en rencontre digitale. L'évolution des nouvelles technologies de l'information, les NTIC, ont fait beaucoup évoluer notre mode de vie depuis ces 20 dernières années, beaucoup plus que tout ce qui a pu se passer dans ces termes au XXe siècle. Les ordinateurs, les smartphones, l'Internet pour tout le monde et partout, ont transformé notre quotidien, installé une accélération des échanges et des modes opératoires et supprimé les distances. Le travail, évidemment, n'échappe pas à cette autoroute des flux. Alors, le télétravail, il est évidemment une résultante de ces évolutions technologiques. Tout paraît si séduisant, si naturel, si évident, et d'aller dans le sens de l'histoire. Comment comprendre que certains parmi les décideurs freinent des quatre fers, sont debout sur le frein, pour ne pas passer à cette étape du télétravail, d'autant que ce télétravail est aujourd'hui un outil managérial, et c'est un élément qui attire les compétences dans l'entreprise. Alors, nous avons titré ce nouveau chapitre des rencontres digitales, et dernier, « Demain, serons-nous tous des télétravailleurs ?» Avec nous aujourd'hui pour en parler, Laurent Attilio-Sciacca. Laurent Attilio-Sciacca, vous êtes avocat associé chez EY Venturi Avocats. Au sein de ce cabinet, votre rôle est de superviser et animer le département conseil en droit social, droit du travail et contentieux. Le cabinet EY Venturi est un cabinet d'avocats fondé au début des années 2000, spécialisé depuis plusieurs années dans l'accompagnement et le management juridique de plus de 300 startups. EY Venturi Avocats, c'est aujourd'hui 24 avocats partout en France, spécialisés dans le droit de l'innovation et qui coordonne une soixantaine de levées de fonds chaque année. Vous êtes présent à Marseille, Nice, Lille, Rennes, Paris et Bordeaux. Harold Jourdain, manager chez Greenworking, diplômé de Sciences Po Toulouse, votre formation est pluridisciplinaire en droit public, histoire, économie et sciences humaines. Vous vous êtes spécialisé en stratégie d'entreprise dans le cadre de votre master. Engagé et passionné par la transformation culturelle, vous accompagnez au sein de Greenworking, qui est un cabinet de conseil en stratégie et transformation, de nombreuses entreprises et organismes publics dans leurs projets de transformation RH. Enfin, à noter que Greenworking est le cabinet auteur du rapport rendu au ministère de l'économie sur le télétravail et qui s'intitule « Comment la distance transforme nos modes de travail ». Alors, Laurent, ma première question, on est d'accord que aujourd'hui les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sont partagées, sont diffusées, quasiment toute la population est relativement bien équipée dans ces outils. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi le télétravail aujourd'hui a eu tant de mal à se mettre en place au moment de la Covid ? Là, le Covid nous a imposé de nous mettre au télétravail. Alors, ça s'est effectivement fait de manière un peu chaotique, mais finalement, ça s'est fait. Donc, on va dire que la mise en place pratique a été finalement assez facile. Les freins vont rester plus sur des aspects classiques du droit du travail, notamment la problématique du contrôle, entre guillemets, du salarié, contrôle de son temps de travail, de ses temps de repos, mais également contrôle de sa productivité ou du moins de la façon de travailler. Oui, donc des problématiques plutôt de management. Oui, effectivement, des problématiques de management et des sous-problématiques juridiques qui vont être liées à des thèmes comme par exemple la prise en charge des coûts liés au télétravail, des frais supplémentaires pour le salarié, que ça va être ce que va générer le télétravail. Donc, ces problématiques-là également sont quelque part parfois bloquantes pour les employeurs. Donc, un certain nombre de freins en interne dans l'entreprise. Et Harold, quand on a préparé cet entretien ensemble, vous me disiez que certaines centrales syndicales ne savaient pas trop sur quel pied danser avec cette histoire. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu aussi un frein de ce côté-là ? Je ne voudrais pas mettre toutes les organisations syndicales dans le même panier, évidemment. C'est vrai qu'historiquement, il pouvait y avoir des réticences de la part de certains syndicats sur la mise en œuvre du télétravail pour un risque de dislocation du collectif, de dislocation du corps social et des enjeux du coup d'animation et de mobilisation du corps social à distance. Aujourd'hui, c'est moins le cas.
il y a moins ou peu de désaccords sur le fait d'y aller au niveau global. Les organisations syndicales ont évidemment compris qu'il y avait une appétence très forte des salariés, que ça pouvait être un levier formidable de qualité de vie au travail, d'équilibre pro-perso. Là où il peut y avoir des points de discussion, c'est plutôt sur les modalités de mise en œuvre. Est-ce qu'on indemnise ou pas, comme l'évoquait Laurent? Quel est le périmètre d'éligibilité? Qu'est-ce qu'on fait des métiers non éligibles? Donc, ce sont plutôt sur ces modalités de déploiement qu'il peut y avoir des discussions, moins sur la vision globale d'y aller au niveau d'une entreprise. D'accord. Alors, vous savez qu'en fait, il y a eu cet accord, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été signé ces jours-ci par les organisations syndicales, la plupart représentantes des salariés, et puis le MEDEF. Est-ce qu'on peut dire, Laurent, qu'avec cet accord, qui n'est pas vraiment normatif, qui ne l'est même pas du tout, mais qui structure quand même un petit peu le cadre du dialogue social, est-ce qu'on peut dire que cet accord enlève tout risque juridique pour l'employeur? Alors, je ne dirais pas que l'accord va enlever tout risque juridique, il va remettre au goût du jour les précédentes dispositions. Et donc, l'accord aujourd'hui vise à dépoussiérer le précédent accord en conservant les bases, en conservant les principes. Notamment, le premier principe, c'est quand même celui de la concertation en entreprise. Le second principe, c'est celui du volontariat. Volontariat de la part de l'employeur, volontariat de la part de l'entreprise sur la mise en place. Et on est sur quelque chose de toujours non contraignant, mais je dirais qui incite d'une part à la proactivité de l'employeur et d'autre part à la discussion pour une mise à place, je dirais presque au cas par cas dans chaque entreprise. Alors, on a vu, je rebondis sur ce que vous dites, on a vu quand même qu'avant la signature de cet accord, un certain nombre d'accords d'entreprise avaient été organisés et même validés, soit des chartes, soit parfois des avenants au contrat de travail de salariés, mais qui avaient fait au préalable l'objet de discussions avec les représentants des salariés. Donc des choses un peu co-construites. Selon vous, est-ce que les pratiques sont en train de se normaliser? J'ai envie de dire oui, parce que effectivement, même si on avait des outils juridiques, ils étaient peu utilisés. C'est un fait. Il a fallu s'adapter très rapidement et adapter les normes d'entreprise, donc que ce soit l'accord d'entreprise, que ce soit la charte arrêtée par l'employeur ou de gré à gré avec le salarié, mais il a fallu réfléchir à cela et aujourd'hui, il y a une réelle volonté de normaliser tout cela, de rentrer effectivement dans un processus beaucoup plus sécurisé pour toutes les parties et surtout qui va permettre de faciliter l'accès au télétravail, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Alors c'est là peut-être, Harold, où vous intervenez, parce qu'à partir du moment où il y a une, entre guillemets, obligation de dialogue social, d'accompagnement, enfin de négociation, vous, avec les conseils que vous pouvez porter, l'expérience que vous avez auprès d'autres entreprises, vous pouvez intervenir et à ce moment-là, comment vous intervenez? Quel message que vous faites passer? Comment essayez-vous d'apporter une solution à ces entreprises qui vous sollicitent? À Greenworking, on intervient sur deux jambes. Une première jambe qui est plutôt une jambe conseil, pour le dire ainsi. Beaucoup de direction, de codir, de top managers cherchent à être inspirés, voir ce qui se passe ailleurs, avoir du benchmark, qu'on puisse vraiment les appuyer dans leur réflexion pour trouver, et c'est le message qu'on leur passe, le dispositif le plus adapté pour leur spécificité métier, pour leur spécificité organisationnelle, culturelle, managériale. Il n'y a pas de modèle parfait de télétravail à calquer, à copier-coller d'une entreprise à une autre. Chaque entreprise doit, si j'ose dire, inventer un petit peu sa propre histoire. Donc, il y a tout un travail à faire en amont au niveau d'abord des directions, bien entendu. On descend ensuite à la maille managériale pour aller diagnostiquer précisément la télétravaillabilité des métiers. Alors, c'est évidemment jamais noir ou blanc. Hein. On se rend souvent compte que des postes ne sont pas télétravaillables en l'état, mais avec quelques ajustements, on va pouvoir leur permettre de télétravailler 1 jour, 2 jours par semaine. Donc, on les accompagne sur cette phase de conseil qui peut aller jusqu'à l'appui à la rédaction d'une charte ou d'un accord d'entreprise, voire sur un volet également de négociation sociale où on les aide à négocier leur accord avec les organisations syndicales. Et on intervient ensuite, ce qui est un enjeu essentiel sur le télétravail, au niveau culturel, avec une jambe du coup d'accompagnement du changement et de formation et différents types d'interventions qu'on propose qui sont adaptés à la culture et au dispositif de télétravail de l'entreprise, à destination en premier lieu des managers, des lignes managériales et dans un second temps des télétravailleurs.
On voit quand même que c'est toute une mise en route. Hein. Il y a un vrai travail de mise en place, de discussion pour que ça fonctionne, ce télétravail, dans les meilleures conditions. Moi, j'ai envie de vous demander, Harold, parce que vous voyez beaucoup d'entreprises et vous apportez pas mal de conseils et d'accompagnement, une entreprise qui refuserait totalement le télétravail, alors même qu'elle a des postes qui sont télétravaillables, on l'entend. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'apporte pas de jugement de valeur, évidemment, sur les entreprises télé réticentes. Donc oui, pour vous répondre franchement, cette crise de la Covid-19 nous a fait gagner plusieurs années en termes de développement du télétravail. Hier, c'était globalement un avantage compétitif en termes notamment de marketing employeur que de proposer du télétravail aux salariés. Demain, manifestement, avec 9 DRH sur 10 qui disent souhaiter continuer à mettre en place du télétravail régulier en post-crise, oui, ce sera plutôt l'inverse. Ça deviendra la norme de proposer une certaine dose de télétravail. Et du coup, ce serait un désavantage compétitif clair pour une entreprise de ne pas avoir ouvert cette porte-là. On va voir apparaître des modules de formation aux managers, parce que c'est ceux qui en bavent le plus, je pense, aujourd'hui, d'arriver à piloter les équipes à distance sans avoir trop été formé pour ça, perdre le repère du présentiel et de pouvoir, parce qu'on est toujours dans cette espèce de culture de contrôle. Donc, j'imagine que dans vos packages d'accompagnement aux entreprises, il y a un module d'accompagnement et de formation pour les managers qui pourraient en éprouver le besoin. Bien sûr, c'est essentiel d'accompagner les managers parce que le pilotage d'une équipe, le pilotage d'une activité à distance, c'est beaucoup moins naturel. C'est évidemment beaucoup moins évident. Comment est-ce qu'on continue à faire équipe, à motiver, à engager à distance? Comment est-ce qu'on s'oriente vers une symétrie des comportements plutôt basée sur la confiance et non pas, pardon, sur le surcontrôle managérial? C'est la clé de former les lignes managériales. Cependant, c'est vrai que c'est ce qu'on observe ces dernières semaines et ces derniers mois avec énormément d'entreprises qui cherchent à faire atterrir leur dispositif de crise pour créer quelque chose de beaucoup plus sécurisé et d'encadré. On oublie peut-être trop souvent les compétences également des collaborateurs. Le télétravail, ça doit devenir le règne des autonomie, autorégulation, automotivation. Et donc, il y a aussi un enjeu de monter en compétences vis-à-vis des collaborateurs télétravailleurs des entreprises. Laurent, en fait, on est sur une vague de fond. Le télétravail, non seulement il va durer, mais il va s'amplifier. Et celui qui n'accepterait pas le télétravail, il serait relativement mis à l'écart dans son organisation. Oui, complètement, complètement. Le télétravail, Harold l'a bien souligné, aujourd'hui, c'est un outil managérial, mais c'est aussi quelque chose qui attire les compétences dans l'entreprise et qui donc est nécessaire. Euh, et il fait partie aussi de cette lame de fond qui va vers une nouvelle organisation du travail. Le contrôle du temps de travail du salarié va être une nouvelle chose. Est-ce que même on pourra parler de contrôle du temps de travail? Peut-être uniquement le contrôle des temps de repos du salarié. Il n'y aura pas 100% de télétravail, mais il y aura forcément du télétravail dans les futurs postes à l'avenir. Bien, alors à la question télétravail, on y va tous. La réponse est un peu mitigée, mais c'est le sens de l'histoire. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question du télétravail dans ce chapitre des rencontres digitales. Harold, je vous remercie pour votre intervention. Je vous rappelle que vous êtes manager chez Greenworking. Laurent Attilio-Siaka, merci également d'avoir participé à cet entretien. Je rappelle que vous êtes avocat chez EY Venturi. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette série sur le télétravail dans nos rencontres digitales, où nous avons pu aborder 5 thèmes concernant le télétravail: le management, le cadre réglementaire, la santé, des cas concrets, et puis aujourd'hui, l'avenir du télétravail. Au moment où nous enregistrons cette séquence, nous sommes à quelques jours de Noël. Alors pour se mettre dans l'esprit de Noël, téléportons-nous à Strasbourg, place Kléber, au milieu de ce magnifique marché de Noël, où coule à foison le vin chaud et où les tranches de pain d'épices s'offrent à nous sans compter. Voilà, je voulais, au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ces rencontres digitales, au nom de tous les adhérents de l'association Force Cadre qui a fait corps avec nous, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. Que cette fête de fin d'année nous apporte de la sérénité suite au tumulte anxiogène que nous avons connu, que nous connaissons ces dernières semaines, ces derniers mois de cette année 2020. Enfin, que ces fêtes de fin d'année nous donnent la force pour nous préparer en 2021 à de nouvelles rencontres, un peu moins digitales, un peu plus présentielles, mais avec des sujets tout aussi intéressants. Et je l'espère de tout mon cœur, avec vous.
je vous souhaite un très joyeux Noël.